Mais avec moi, mes chers enfants, que mon grand âge ne permet pas que je m'applique aux affaires de mon état avec autant de soin que je le faisais autrefois. Je crains que mes sujets n'en souffrent. Je veux mettre ma couronne sur la tête d'un de vous autres. Mais il est bien juste que pour un tel présent, vous cherchiez les moyens de me plaire dans le dessein que j'ai de me retirer à la campagne. Il me semble qu'un petit chien adroit, joli et fidèle me tiendrait bonne compagnie, de sorte que, sans choisir mon fils aîné plutôt que mon cadet, je vous déclare que celui des trois qui m'apportera le plus beau petit chien sera aussitôt mon héritier. Ces princes demeurèrent surpris de l'inclination de leur père pour un petit chien, mais les deux cadets y pouvaient trouver leur compte, et ils acceptèrent avec plaisir la commission d'aller en chercher un. L'aîné était trop timide ou trop respectueux pour représenter ses droits. Ils prirent congé du roi. Il leur donna de l'argent et des pierreries, ajoutant que dans un an, sans y manquer, ils revinssent au même jour et à la même heure lui apporter leur petit chien. Avant de partir, ils allèrent dans un château qui n'était qu'à une lieue de la ville. Ils y menèrent leurs plus confidents et firent de grands festins où les trois frères se promirent une amitié éternelle, qu'ils agiraient dans l'affaire en question sans jalousie et sans chagrin, et que le plus heureux ferait toujours part de sa fortune aux autres. Enfin ils partirent, réglant qu'ils se trouveraient à leur retour dans le même château pour aller ensuite chez le roi. Ils ne voulurent être suivis de personne et changèrent leur nom pour n'être pas connus. Chacun prit une route différente. Les deux aînés eurent beaucoup d'aventures, mais je ne m'attache qu'à celle du cadet. Il était gracieux, il avait l'esprit gai et réjouissant, la tête admirable, la taille noble, les traits réguliers, de belles dents, beaucoup d'adresse dans tous les exercices qui conviennent à un prince. Il chantait agréablement, il touchait le luth et le théorbe avec une délicatesse qui charmait. Il savait peindre. En un mot, il était accompli, et pour le courage, cela allait jusqu'à l'intrépidité. Il n'y avait guère de jour qu'il n'achetât des chiens, de grands, de petits, des lévriers, des dogues, limiers, chiens de chasse, espagnols, barbets, bichots. Dès qu'il en avait un beau et qu'il en trouvait un plus beau, il laissait aller le premier pour garder l'autre, car il aurait été impossible qu'il y menait tout seul 30 ou 40 000 chiens. Il ne voulait ni gentilhomme, ni valet de chambre, ni page à sa suite. Il avançait toujours son chemin, n'ayant point déterminé jusqu'où il irait, lorsqu'il fut surpris dans la nuit du tonnerre et de la pluie, dans une forêt dont il ne pouvait plus reconnaître les sentiers. Il prit le premier chemin, et après avoir marché longtemps, il aperçut un peu de lumière, ce qui lui persuada qu'il y avait quelques maisons proches où il se mettrait à l'abri jusqu'au lendemain. Ainsi, guidé par la lumière qu'il voyait, il arriva à la porte d'un château, le plus superbe qu'il se soit jamais imaginé. Cette porte était d'or, couverte d'escarboucles, dont la lumière vive et pure éclairait tous les environs. C'était elle que le prince avait vue de fort loin. Les murs étaient d'une porcelaine transparente, mêlée de plusieurs couleurs qui représentaient l'histoire de toutes les fées depuis la création du monde jusqu'alors, les fameuses aventures de Bodane, de Finette, de l'Oranger, de Gracieuse, de la Belle au bois dormant, de Serpentin vert et de cent autres.
attachée à une chaîne toute de diamants. Il admira cette magnificence et la sécurité avec laquelle on vivait dans ce château. Car enfin, disait-il, qui empêche les voleurs de venir couper cette chaîne et d'arracher les escarboucles, il se ferait riche pour toujours. Il tira le pied de chevreuil et aussitôt il entendit sonner une cloche qui lui parut d'or ou d'argent par le son qu'elle rendait. Au bout d'un moment, la porte fut ouverte sans qu'il aperçût autre chose qu'une douzaine de mains en l'air qui donnaient chacune un flambeau. Il demeura si surpris qu'il hésitait à s'avancer, quand il sentit d'autres mains qui le poussaient par derrière avec assez de violence. Il marcha donc fort inquiet, et à tout hasard, il porta la main sur la garde de son épée. Mais en entrant dans un vestibule tout incrusté de porphyre et de lapis, il entendit deux voix ravissantes qui chantèrent ces paroles. Des mains que vous voyez ne prenaient pas d'ombrage, et ne craignez en ce séjour que les charmes d'un beau visage, si votre cœur veut fuir l'amour. Il ne put croire qu'on l'invitât de si bonne grâce pour lui faire ensuite du mal, de sorte que, se sentant poussé vers une grande porte de corail, qui s'ouvrit dès qu'il s'en fut approché, il entra dans un salon de nacre de perles, et ensuite dans plusieurs chambres ornées différemment, et si riches par les peintures et les pierreries qu'il en était comme enchanté. Mille et mille lumières s'attachaient depuis la voûte du salon jusqu'en bas éclairaient d'une partie des autres appartements, qui ne laissaient pas d'être remplis de lustres, de girandoles et de gradins couverts de bougies. Enfin, la magnificence était telle qu'il n'était pas aisé de croire que ce fût chose possible. Après avoir passé dans 60 chambres, les mains qui le conduisaient l'arrêtèrent. Il vit un grand fauteuil de commodité qui s'approcha tout seul de la cheminée. En même temps, le feu s'alluma, et les mains, qui lui semblaient fort belles, blanches, petites, grasses et bien proportionnées, le déshabillèrent, car il était mouillé, comme je l'ai déjà dit, et l'on avait peur qu'il ne s'enrhumât. On lui présenta, sans qu'il vît personne, une chemise aussi belle que pour un jour de noces, avec une robe de chambre d'une étoffe glacée d'or brodé de petites émeraudes qui formaient des chiffres. Les mains sans corps approchèrent de lui une table sur laquelle une toilette fut mise. Rien n'était plus magnifique. Elles le peignèrent avec une légèreté et une adresse dont il fut fort content. Ensuite on le rhabilla, mais ce ne fut pas avec ses habits, on lui en apporta de beaucoup plus riches. Il admirait silencieusement tout ce qui se passait, et quelquefois il lui prenait de petits mouvements de frayeur dont il n'était pas tout à fait le maître. Après qu'on l'eut poudré, frisé, parfumé, paré, ajusté, rendu plus beau qu'Adonis, les mains le conduisirent dans une salle superbe par ses dorures et ses meubles. On voyait autour l'histoire des plus fameux chats. Rodilartus pendu par les pieds au conseil des rats, Chaboté, marquis de Carabas, le chat qui écrit, la chatte devenue femme, les sorciers devenus chats, le sabbat et toutes ces cérémonies
savait que penser. La figurine s'approcha, et levant son voile, il aperçut la plus belle petite chatte blanche qui ait été et qui sera jamais. Elle avait l'air fort jeune et fort triste. Elle se mit à faire un miauli si doux et si charmant qu'il allait droit au cœur. Elle dit au prince: Fils de roi, sois le bienvenu. Ma miaularde majesté te voit avec plaisir. Madame la chatte, dit le prince, vous êtes bien généreuse de me recevoir avec tant d'accueil. Mais vous ne me paraissez pas une bestiole ordinaire. Le don que vous avez de la parole et le superbe château que vous possédez en sont des preuves assez évidentes. Fils de roi, reprit la chatte blanche, je te prie, cesse de me faire des compliments. Je suis simple dans mes discours et dans mes manières, mais j'ai un bon cœur. Allons, continua-t-elle, que l'on serve et que les musiciens se taisent, car le prince n'entend pas ce qu'ils disent. Et disent-ils quelque chose, madame, reprit-il. Sans doute, continua-t-elle, nous avons ici des poètes qui ont infiniment d'esprit, et si vous restez un peu parmi nous, vous aurez lieu d'en être convaincu. Il ne faut que vous entendre pour le croire, dit galamment le prince. Mais aussi, madame, je vous regarde comme une chatte fort rare. L'on apporta le souper. Les mains dont les corps étaient invisibles servaient. L'on mit d'abord sur la table deux bisques, l'une de pigeonneau et l'autre de souris fort grasses. La vue de l'une empêcha le prince de manger de l'autre, se figurant que le même cuisinier les avait accommodés. Mais la petite chatte, qui devina par la mine qu'il faisait ce qu'il avait dans l'esprit, l'assura que sa cuisine était à part et qu'il pouvait manger ce qu'on lui présenterait avec certitude qu'il n'y aurait ni rat ni souris. Le prince ne se le fit pas dire deux fois, croyant bien que la belle petite chatte ne voudrait pas le tromper. Il remarqua qu'elle avait à sa patte un portrait fait en table. Cela le surprit. Il la pria de le lui montrer, croyant que c'était maître Minacropis. Il fut bien étonné de voir un jeune homme si beau qu'il était à peine croyable que la nature en pût former un tel, et qui lui ressemblait si fort qu'on aurait pu le peindre mieux. Elle soupira, et devenant encore plus triste, elle garda un profond silence. Le prince vit bien qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire là-dessous. Cependant, il n'osa s'en informer, de peur de déplaire à la chatte ou de la chagriner. Il l'entretint de toutes les nouvelles qu'il savait, et il la trouva fort instruite des différents intérêts des princes et des autres choses qui se passaient dans le monde. Après le souper, Chatte Blanche convia son hôte d'entrer dans un salon où il y avait un théâtre sur lequel 12 chats et 12 singes dansèrent un ballet. Les uns étaient vêtus en maure et les autres en chinois. Il est aisé de juger des sauts et des cabrioles qu'ils faisaient, et de temps en temps, ils se donnaient des coups de griffe. C'est ainsi que la soirée finit. Chatte Blanche donna le bonsoir à son hôte. Les mains qui l'avaient conduit jusque-là le reprirent et le menèrent dans un appartement tout opposé à celui qu'il avait vu. Il était moins magnifique que galant. Tout était tapissé d'ailes de papillons, dont les diverses couleurs formaient 1000 fleurs différentes. Il y avait aussi des plumes d'oiseaux très rares, et qui n'ont peut-être jamais été vues que dans ces lieux-là. Les lits étaient de gaze, rattachés par 1000 nœuds de ruban. C'étaient de grandes glaces depuis le plafond jusqu'au parquet, et les bordures d'or ciselé représentaient 1000 petits amours. Le prince se coucha sans dire mot, car il n'y
dormit peu et fut réveillé par un bruit confus. Les mains aussitôt le tirèrent de son lit et lui mirent un habit de chasse. Il regarda dans la cour du château. Il aperçut plus de 500 chats dont les uns menaient des livriers sans laisse, les autres donnaient du corps. C'était une grande fête. Chatte Blanche allait à la chasse. Elle voulait que le prince y vînt. Les officieuses mains lui présentèrent un cheval de bois qui courait à toute bride et qui allait le pas à merveille. Il vit quelques difficultés d'y monter, disant qu'il s'en fallait de beaucoup qu'il fût chevalier errant comme Don Quichotte. Mais sa résistance ne servit de rien. On le planta sur le cheval de bois. Il avait une housse et une selle en broderie d'or et de diamants. Chatte Blanche montait un singe, le plus beau et le plus superbe qui se soit encore vu. Elle avait quitté son grand voile et portait un bonnet à la dragonne qui lui donnait un petit air si résolu que toutes les souris du voisinage en avaient peur. Il ne s'est jamais fait d'une chasse plus agréable. Les chats couraient plus vite que les lapins et les lièvres, de sorte que, lorsqu'ils s'en prenaient, Chatte Blanche faisait faire la curée devant elle. Il s'y passait 1000 tours d'adresse très réjouissants. Les oiseaux n'étaient pas de leur côté trop en sûreté, car les chatons grimpaient aux arbres, et le maître singe portait Chatte Blanche jusque dans le nid des aigles pour disposer à sa volonté des petites altesses aiglonnes. La chasse étant finie, elle prit un corps qui était long comme le doigt, et qui rendait un son si clair et si haut qu'on l'entendait aisément de 10 lieues. Dès qu'elle eut sonné 2 ou 3 fanfares, elle fut environnée de tous les chats du pays. Les uns paraissaient dans l'air montés sur des chariots, les autres dans des barques abordées par eau. Enfin, il ne s'en est jamais tant vu. Ils étaient presque tous habillés de différentes manières. Elle retourna au château avec ce pompeux cortège et pria le prince d'y venir. Il le voulut bien, quoiqu'il lui semblât que tant de chatonnerie tenait un peu du sabbat et du sorcier, et que la chatte parlante l'étonna plus que tout le reste. Dès qu'elle fut rentrée chez elle, on lui mit son grand voile noir. Elle soupa avec le prince. Il avait faim et mangea d'un bon appétit. L'on apporta des liqueurs dont il but avec plaisir, et sur le champ, elles lui ôtèrent le souvenir du petit chien qu'il devait porter au roi. Il ne pensa plus qu'à miauler avec Chatte Blanche, c'est-à-dire à lui tenir bonne et fidèle compagnie. Il passait les jours en fêtes agréables, tantôt à la pêche ou à la chasse, puis on faisait des ballets, des carrousels et 1000 autres choses où il se divertissait très bien. Souvent même la belle chatte composait des vers et des chansonnettes d'un style si passionné qu'il semblait qu'elle avait le cœur tendre et que l'on ne pouvait parler comme elle faisait sans aimer. Mais son secrétaire, qui était un vieux chat, écrivait si mal qu'encore que ses ouvrages aient été conservés, il est impossible de les lire. Le prince avait oublié jusqu'à son pays. Les mains dont j'ai parlé continuaient de le servir. Il regrettait quelquefois de n'être pas chat pour passer sa vie dans cette bonne compagnie. Hélas, disait-il à Chatte Blanche, que j'aurais de douleur de vous quitter. Je vous aime si chèrement. Ou devenez fille ou rendez-moi chat. Elle trouvait son souhait fort plaisant et ne lui faisait que des réponses obscures où il ne comprenait presque rien. Une année s'écoule bien vite, quand on n'a ni souci ni peine, qu'on se réjouit et qu'on se porte bien. Chatte Blanche savait le temps où il devait retourner, et comme il n'y pensait plus, elle l'en fit souvenir. Sais-tu, dit-elle, que tu n'as que 3
prince revint à lui et, s'étonnant de sa négligence, par quel charme secret, s'écria-t-il, ai-je oublié la chose du monde qui m'est la plus importante? Il y va de ma gloire et de ma fortune. Où prendrais-je un chien tel qu'il le faut pour gagner le royaume et un cheval assez diligent pour faire tant de chemin? Il commença de s'inquiéter et s'affligea beaucoup. Chatte Blanche lui dit en s'adoucissant: Fils de roi, ne te chagrine point, je suis de tes amis. Tu peux encore rester ici un jour, et quoi qu'il y ait 500 lieues d'ici à ton pays, le bon cheval de bois t'y portera en moins de 12 heures. Je vous remercie, belle chatte, dit le prince, mais il ne me suffit pas de retourner vers mon père. Il faut que je lui porte un petit chien. Tiens, lui dit Chatte Blanche, voici un gland où il y en a un plus beau que la canicule. Oh, dit le prince, Madame la chatte, votre majesté se moque de moi. Approche le gland à ton oreille, continua-t-elle, et tu l'entendras japper. Il obéit. Aussitôt le petit chien fuit, jappe, jappe, dont le prince demeura transporté de joie, car tel chien qui tient dans un gland doit être fort petit. Il voulait l'ouvrir tant il avait envie de le voir. Mais Chatte Blanche lui dit qu'il pourrait avoir froid par les chemins et qu'il valait mieux attendre qu'il fût devant le roi son père. Il la remercia 1000 fois et lui dit un adieu très tendre. Je vous assure, ajouta-t-il, que les jours m'ont paru si courts avec vous que je regrette en quelque façon de vous laisser ici. Et quoique vous y soyez souveraine et que tous les chats qui vous font leur cour aient plus d'esprit et de galanterie que les nôtres, je ne laisse pas de vous convier de venir avec moi. La chatte ne répondit à cette proposition que par un profond soupir. Ils se quittèrent. Le prince arriva le premier au château où le rendez-vous avait été réglé avec ses frères. Ils s'y rendirent peu après et demeurèrent surpris de voir dans la cour un cheval de bois qui sautait mieux que tous ceux que l'on a dans les académies. Le prince vint au-devant d'eux. Ils s'embrassèrent plusieurs fois et se rendirent compte de leur voyage. Mais notre prince déguisa à ses frères la vérité de ses aventures et leur montra un méchant chien qui servait à tourner la broche, disant qu'il l'avait trouvée si jolie que c'était lui qui la portait au roi. Quelque amitié qui fut entre eux. Les deux aînés sentirent une secrète joie du mauvais choix de leur cadet. Ils étaient à table et se marchaient sur le pied, comme pour se dire qu'ils n'avaient rien à craindre de ce côté-là. Le lendemain, ils partirent ensemble dans un même carrosse. Les deux fils aînés du roi avaient de petits chiens dans des paniers, si beaux et si délicats que l'on osait à peine les toucher. Le cadet portait le pauvre tourne-broche, qui était si crotté que personne ne voulait le souffrir. Lorsqu'ils furent dans le palais, chacun les environna pour leur souhaiter la bienvenue. Ils entrèrent dans l'appartement du roi. Ils ne savaient en faveur duquel décider, car les petits chiens qui lui étaient présentés par ses deux aînés étaient presque d'une égale beauté, et ils se disputaient déjà l'avantage de la succession lorsque leur cadet les mit d'accord en tirant de sa poche le gland que Chatte Blanche lui avait donné. Il l'ouvrit promptement, puis chacun vit un petit chien couché sur du coton. Il passait au milieu d'une bague sans y toucher. Le prince le mit par terre. Aussitôt il commença de danser la sarabande avec des castagnettes, aussi légèrement que la plus célèbre espagnole. Il était de 1000 couleurs différentes. Ses soies et ses oreilles traînaient par terre. Le roi demeura fort confus
avaient si bien réussi dans la première chose qu'il avait souhaité d'eux, qu'il voulait encore éprouver leur habileté avant de tenir parole, qu'ainsi il leur donnait un an à chercher, par mer et par terre, une pièce de toile si fine qu'elle passa par le trou d'une aiguille à faire du point de Venise. Ils demeurèrent tous trois très affligés d'être en obligation de retourner à une nouvelle quête. Les deux princes, dont les chiens étaient moins beaux que celui de leur cadet, y consentirent. Chacun partit de son côté, sans se faire autant d'amitié que la première fois, car le tournebroche les avait un peu refroidis. Notre prince reprit son cheval de bois et sans vouloir chercher d'autres secours que ceux qu'il pourrait espérer de l'amitié de Chatte Blanche, il partit en toute diligence et retourna au château où elle l'avait si bien reçu. Il en trouva toutes les portes ouvertes et les murs étaient bien éclairés de 100 000 lampes qui faisaient un effet merveilleux. Les mains qui l'avaient si bien servi s'avancèrent au-devant de lui, prirent la bride de l'excellent cheval de bois qu'elles menèrent à l'écurie, pendant que le prince entra dans la chambre de Chatte Blanche. Elle était couchée dans une petite corbeille, sur un matelas de satin blanc très propre. Elle avait des cornettes négligées et paraissait abattue. Mais quand elle aperçut le prince, elle fit 1000 sauts et autant de gambades pour lui témoigner la joie qu'elle avait. « Quelque sujet que j'eusse, lui dit-elle, d'espérer ton retour. Je t'avoue, fils de roi, que je n'osais m'en flatter, et je suis ordinairement si malheureuse dans les choses que je souhaite que celle-ci me surprend. » Le prince reconnaissant lui fit 1000 caresses. Il lui conta le succès de son voyage, qu'elle savait peut-être mieux que lui, et que le roi voulait une pièce de toile qui pût passer par le trou d'une aiguille, qu'à la vérité il croyait la chose impossible, mais qu'il n'avait pas laissé de la tenter, se promettant tout de son amitié et de son secours. Chatte Blanche, prenant un air plus sérieux, lui dit que c'était une affaire à laquelle il fallait penser, que par bonheur elle avait dans son château des chattes qui filaient fort bien, qu'elle-même y mettrait la griffe et qu'elle avancerait cette besogne, qu'ainsi il pouvait demeurer tranquille sans aller bien loin chercher ce qu'il trouverait plus aisément chez elle et qu'en aucun lieu du monde. Les mains parurent, elles portaient des flambeaux, et le prince, les suivant avec Chatte Blanche, entra dans une magnifique galerie qui régnait le long d'une grande rivière, sur laquelle on tira un feu d'artifice surprenant. L'on y devait brûler 4 chats, dont le procès était fait dans toutes les formes. Ils étaient accusés d'avoir mangé le rôti du souper de la Chatte Blanche, son fromage, son lait, d'avoir même conspiré contre sa personne avec Martafax et l'ermite, fameux rat de la contrée, et tenu pour tel par La Fontaine, auteur très véritable. Mais avec tout cela, l'on savait qu'il y avait beaucoup de cabale dans cette affaire, et que la plupart des témoins étaient subornés. Quoi qu'il en soit, le prince obtint leur grâce. Le feu d'artifice ne fit de mal à personne, et l'on n'a encore jamais vu de si belles fusées. L'on servit ensuite un médianoche très propre, qui causa plus de plaisir au prince que le feu, car il avait grand faim, et son cheval de bois l'avait amené si vite qu'il n'avait jamais été de diligence pareille. Les jours suivants se passèrent comme ceux qui les avaient précédés, avec 1000 fêtes différentes, dont l'ingénieuse Chatte Blanche régalait son hôte. C'est peut-être le premier mortel qui se soit bien diverti avec des chats, sans avoir d'autre compagnie. Il est vrai que Chatte Blanche avait l'esprit agréable, liant et presque
Ce n'est point d'une chose naturelle que tout ce que je remarque de merveilleux en vous. Si vous m'aimez, charmante Minette, apprenez-moi par quel prodige vous pensez, vous parlez si juste qu'on pourrait vous recevoir dans les académies fameuses des plus beaux esprits. Cesse tes questions, fils de roi, lui dit-elle. Il ne m'est pas permis de répondre, et tu peux pousser des conjectures aussi loin que tu voudras, sans que je m'y oppose. Qu'il te suffise que j'ai toujours pour toi patte de velours, et que je m'intéresse tendrement à tout ce qui te regarde. Insensiblement, cette seconde année s'écoula comme la première. Le prince ne souhaitait guère de choses que les mains diligentes ne lui apportassent sur le champ, soit des livres, des pierreries, des tableaux, des médailles antiques. Enfin, il n'avait qu'à dire « Je veux tel bijou qui est dans le cabinet du Mogol ou du roi de Perse, telle statue de Corinthe ou de Grèce. » Il voyait aussitôt devant lui ce qu'il désirait, sans savoir ni qui l'avait apporté, ni d'où il venait. Cela ne laisse pas d'avoir ses agréments, et pour se délasser, l'on est quelquefois bien aise de se voir maître des plus beaux trésors de la terre. Chatte blanche, qui veillait toujours aux intérêts du prince, l'avertit que le temps de son départ approchait, qu'il pouvait se tranquilliser sur la pièce de toile qu'il désirait, et qu'elle lui en avait fait une merveilleuse. Elle ajouta qu'elle voulait cette fois lui donner un équipage digne de sa naissance, et sans attendre sa réponse, elle l'obligea de regarder dans la cour du château. Il y avait une calèche découverte d'or émaillé de couleur de feu, avec 1000 devises galantes qui satisfaisaient autant l'esprit que les yeux. 12 chevaux blancs comme la neige, attachés 4 à 4 de front, la traînaient, chargée de harnais de velours couleur de feu en broderie de diamants et garnis de plaques d'or. La doublure de la calèche était pareille, et sans carrosse à 8 chevaux, tous remplis de seigneurs de grande apparence très superbement vêtus, suivaient cette calèche. Elle était encore accompagnée par 1000 gardes du corps, dont les habits étaient si couverts de broderies que l'on n'apercevait point l'étoffe. Ce qui était singulier, c'est qu'on voyait partout le portrait de Chatte blanche, soit dans les devises de la calèche, ou sur les habits des gardes du corps, ou attachés avec un ruban juste au corps de ceux qui faisaient le cortège, comme un ordre nouveau dont elle les avait honorés. « Va, dit-elle au prince, va paraître à la cour du roi ton père d'une manière si somptueuse que des airs magnifiques servent à lui imposer, afin qu'il ne te refuse plus la couronne que tu mérites. Voilà une noix, garde-toi de la casser qu'en sa présence. Tu y trouveras la pièce de toile que tu m'as demandée. » Aimable Blanchette, lui dit-il, je vous avoue que je suis si pénétré de vos bontés que si vous y vouliez consentir, je préférerais de passer ma vie avec vous à toutes les grandeurs que j'ai lieu de me promettre ailleurs. Fils de roi, répliqua-t-elle, je suis persuadée de la bonté de ton cœur. C'est une marchandise rare parmi les princes. Ils veulent être aimés de tout le monde et ne veulent rien aimer. Mais tu montres assez que la règle générale a son exception. Je te tiens compte de l'attachement que tu témoignes pour une petite chatte blanche qui, dans le fond, n'est propre à rien qu'à prendre des souris. Le prince lui baisa la patte et partit. L'on aurait de la peine à croire la diligence qu'il fit si l'on ne savait déjà de quelle manière le cheval de bois l'avait porté en moins de 2 jours à plus de 500 lieues du château, de sorte que le même pouvoir qui anima celui-là pressa si fort les autres qu'ils ne restèrent que 24 heures sur le chemin. Ils ne s'arrêtèrent en aucun endroit jusqu'à
ce qu'ils fussent arrivés chez le roi, où les 2 frères aînés du prince étaient déjà rendus, de sorte que, ne voyant pas paraître leur cadet, ils s'applaudissaient de sa négligence et se disaient tout bas l'un à l'autre: voilà qui est bien heureux. Il est mort ou malade, il ne sera point notre rival dans l'affaire importante qui va se traiter. Aussitôt ils déployèrent leur toile, qui à la vérité était si fine qu'elle passait dans le trou d'une grosse aiguille, mais dans une petite cela ne se pouvait, et le roi, très aise de ce prétexte de dispute, leur montra l'aiguille qu'il avait proposée, et que les magistrats, par son ordre, apportèrent du trésor de la ville où elle avait été soigneusement enfermée. Il y avait beaucoup de murmures sur cette dispute. Les amis des princes, et particulièrement ceux de l'aîné, car c'était sa toile qui était la plus belle, disaient que c'était là une franche chicane, où il entrait beaucoup d'adresse et de normanisme. Les créatures du roi soutenaient qu'il n'était point obligé de tenir les conditions qu'il n'avait pas proposées. Enfin, pour les mettre tous d'accord, l'on entendit un bruit charmant de trompettes, de timbales et de hautbois. C'était notre prince qui arrivait en pompeux appareil. Le roi et ses 2 fils demeurèrent aussi étonnés les uns que les autres d'une si grande magnificence. Après qu'il eut salué respectueusement son père, embrassé ses frères, il tira d'une boîte couverte de rubis la noix qu'il cassa. Il croyait y trouver la pièce de toile tant vantée, mais il y avait au lieu une noisette. Il la cassa encore et demeura surpris de voir un noyau de cerise. Chacun se regardait. Le roi riait tout doucement et se moquait que son fils eût été assez crédule pour croire apporter dans une noix une pièce de toile. Mais pourquoi ne l'aurait-il pas cru, puisqu'il avait déjà donné un petit chien qui tenait dans un gland? Il cassa donc le noyau de cerise qui était rempli de son amande. Alors il s'éleva un grand bruit dans la chambre. L'on n'entendait autre chose, sinon le prince cadet et la dupe de l'aventure. Il ne répondit rien aux mauvaises plaisanteries des courtisans. Il ouvre l'amande et trouve un grain de blé, puis dans le grain de blé un grain de millet. Oh, c'est la vérité qu'il commença à se défier et marmotta entre ses dents: chatte blanche, tu t'es moqué de moi. Il sentit dans ce moment la griffe d'un chat sur sa main, dont il fut si bien dégratigné qu'il en saignait. Il ne savait si cette griffade était faite pour lui donner du cœur ou pour lui faire perdre courage. Cependant, il ouvrit le grain de millet, et l'étonnement de tout le monde ne fut pas petit quand il en tira une pièce de toile de 400 aunes, si merveilleuse que tous les oiseaux, les animaux et les poissons y étaient peints avec les arbres, les fruits et les plantes de la terre, les rochers, les raretés et les coquillages de la mer, le soleil, la lune, les étoiles, les astres et les planètes des cieux. Il y avait encore le portrait des rois et des autres souverains qui régnaient pour lors dans le monde, celui de leurs femmes, de leurs maîtresses, de leurs enfants et de tous leurs sujets, sans que le plus petit polisson y fût oublié. Chacun dans son état faisait le personnage qui lui convenait et était vêtu à la mode de son pays. Lorsque le roi vit cette pièce de toile, il devint aussi pâle que le prince était devenu rouge de la chercher si longtemps. L'on présenta l'aiguille, et elle y passa et repassa 6 fois. Le roi et les 2 princes aînés gardaient un morne silence, quoique la beauté et la rareté de cette toile les forçassent de temps en temps de dire que tout ce qui était
poussa un profond soupir et se tournant vers ses enfants. Rien ne peut, leur dit-il, me donner tant de consolation dans ma vieillesse que de reconnaître votre déférence pour moi. Je souhaite donc que vous vous mettiez à une nouvelle épreuve. Allez encore voyager un an, et celui qui, au bout de l'année, ramènera la plus belle fille, l'épousera et sera couronné roi à son mariage. C'est aussi bien une nécessité que mon successeur son mari. Je jure, je promets que je ne différerai plus de donner la récompense que j'ai promise. Toute la justice roulait sur notre prince. Le petit chien et la pièce de toile méritaient 10 royaumes plutôt qu'un. Mais il était si bien né qu'il ne voulut point contrarier la volonté de son père, et sans différer, il remonta dans sa calèche. Tout son équipage le suivit, et il retourna auprès de sa chère chatte blanche. Elle savait le jour et le moment qu'il devait arriver. Tout était jonché de fleurs sur le chemin. 1000 cassolettes fumaient de tous côtés, et particulièrement dans le château. Elle était assise sur un tapis de Perse et sous un pavillon de drap d'or, dans une galerie où elle pouvait le voir revenir. Il fut reçu par les mains qui l'avaient toujours servi. Tous les chats grimpèrent sur les gouttières pour le féliciter par un miaulage désespéré. « Eh bien, fils de roi, lui dit-elle, te voilà donc encore revenu sans couronne. »« Madame, répliqua-t-il, vos bontés m'avaient mis en état de la gagner, mais je suis persuadé que le roi aurait plus de peine à s'en défaire que je n'aurais de plaisir à la posséder. »« N'importe, dit-elle, il ne faut rien négliger pour la mériter. Je te servirai dans cette occasion, et puisqu'il faut que tu mènes une belle fille à la cour de ton père, je t'en chercherai quelqu'une qui te fera gagner le prix. Cependant, réjouissons-nous, j'ai ordonné un combat naval entre mes chats et les terribles rats de la contrée. Mes chats seront peut-être embarrassés car ils craignent l'eau, mais aussi ils auraient trop d'avantages et il faut, autant qu'on le peut, égaler toute chose. Le prince admira la prudence de Madame Minette. Il la loua beaucoup et alla avec elle sur une terrasse qui donnait sur la mer. Les vaisseaux des chats consistaient en de grands morceaux de liège sur lesquels ils voguaient assez commodément.
chagrin. Et si la chatte n'avait pas été soigneuse de se souvenir du temps qu'il fallait retourner à la cour, il est certain que le prince l'aurait absolument oublié. Il l'avertit la veille qu'il ne tiendrait qu'à lui d'emmener une des plus belles princesses qui fût dans le monde, que l'heure de détruire le fatal ouvrage des fées était à la fin arrivée, et qu'il fallait pour cela qu'il se résolût à lui couper la tête et la queue, qu'il jetterait promptement dans le feu. Moi, s'écria-t-il, Blanchette, mes amours, moi, dis-je, je serai assez barbare pour vous tuer. Ah, vous voulez sans doute éprouver mon cœur, mais soyez certaine qu'il n'est point capable de manquer à l'amitié et à la reconnaissance qu'il vous doit. Non, fils de roi, continua-t-elle, je ne te soupçonne d'aucune ingratitude. Je connais ton mérite. Ce n'est ni toi ni moi qui réglons dans cette affaire notre destinée. Fais ce que je souhaite. Nous commencerons l'un et l'autre d'être heureux, et tu connaîtras, foi de chatte, de bien et d'honneur, que je suis véritablement ton ami. Les larmes vinrent 2 ou 3 fois aux yeux du jeune prince, à la seule pensée qu'il fallait couper la tête à sa petite chatonne, qui était si jolie et si gracieuse. Il dit encore tout ce qu'il put imaginer de plus tendre pour qu'elle l'en dispensât. Elle répondait opiniâtrement qu'elle voulait mourir de sa main et que c'était l'unique moyen d'empêcher que ses frères n'eussent la couronne. En un mot, elle le pressa avec tant d'ardeur qu'il tira son épée en tremblant, et d'une main mal assurée, il coupa la tête et la queue de sa bonne amie la chatte. En même temps, il vit la plus charmante métamorphose qui se puisse imaginer. Le corps de chatte blanche devint grand et se changea tout d'un coup en fille. C'est ce qui ne saurait être décrit, il n'y eut que celle-là aussi accomplie. Ses yeux ravissaient les cœurs et sa douceur les retenait. Sa taille était majestueuse, l'air noble et modeste. Un esprit liant, des manières engageantes. Enfin, elle était au-dessus de tout ce qu'il y a de plus aimable. Le prince, en la voyant, demeura si surpris, et d'une surprise si agréable, qu'il se crut enchanté. Il ne pouvait parler, ses yeux n'étaient pas assez grands pour la regarder, et sa langue liée ne pouvait expliquer son étonnement. Mais ce fut bien autre chose lorsqu'il vit entrer un nombre extraordinaire de dames et de seigneurs qui, tenant tous leur peau de chatte ou de chat jetée sur leurs épaules, vinrent se prosterner aux pieds de la reine et lui témoigner leur joie de la revoir dans son état naturel. Elle les reçut avec des témoignages de bonté qui marquaient assez le caractère de son cœur. Et après avoir tenu son cercle quelques moments, elle ordonna qu'on la laissât seule avec le prince et lui parla ainsi. Ne pensez pas, Seigneur, que j'ai toujours été chatte, ni que ma naissance soit obscure parmi les hommes. Mon père était roi de 6 royaumes. Il aimait tendrement ma mère et la laissait dans une entière liberté de faire tout ce qu'elle voulait. Son inclination dominante était de voyager, de sorte qu'étant grosse de moi, elle entreprit d'aller voir une certaine montagne dont elle avait entendu dire des choses surprenantes. Comme elle était en chemin, on lui disait qu'il y avait proche du lieu où elle passait un ancien château de fées, le plus beau du monde.
qui se fussent jamais mangés. Aussitôt la reine, ma mère, eut une envie si violente d'en manger qu'elle y tourna ses pas. Elle arriva à la porte de ce superbe édifice qui brillait d'or et d'azur de tous les côtés. Mais elle y frappa inutilement, qui que ce soit ne parut. Il semblait que tout le monde y était mort. Son envie augmentant par les difficultés, elle envoya quérir des échelles, afin que l'on pût passer par-dessus les murs du jardin, et l'on en serait venu à bout si ces murs ne se fussent haussés à vue d'œil, bien que personne n'y travaillât. L'on attachait des échelles les unes aux autres, elles rompaient sous le poids de ceux qu'on y faisait monter, et ils s'estropiaient ou se tuaient. La reine se désespérait. Elle voyait de grands arbres chargés de fruits qu'elle croyait délicieux, et n'en voulut manger ou mourir, de sorte qu'elle fit tendre des tentes fort riches devant le château. Et elle y resta 6 semaines avec toute sa cour. Elle ne dormait ni ne mangeait, elle soupirait sans cesse. Elle ne parlait que des fruits du jardin inaccessibles. Enfin, elle tomba dangereusement malade, sans que qui que ce fût pût apporter le moindre remède à son mal, car les inexorables fées n'avaient pas même paru depuis qu'elles s'étaient établies proches de leur château. Tous les officiers s'affligeaient extraordinairement. L'on n'entendait que des pleurs et des soupirs, pendant que la reine mourante demandait des fruits à ceux qui la servaient. Mais elle n'en voulait point d'autre que de ceux qu'on lui refusait. Une nuit qu'elle s'était un peu assoupie, elle vit, en se réveillant, une petite vieille, laide et décrépite, assise dans un fauteuil au chevet de son lit. Elle était surprise que ces femmes eussent laissé approcher si près d'elle une inconnue, lorsqu'elle lui dit « Nous trouvons ta majesté bien importune de vouloir avec tant d'opiniâtreté manger de nos fruits. Mais, puisqu'il y va de ta précieuse vie, mes sœurs et moi consentons à t'en donner tant que tu pourras en emporter, et tant que tu resteras ici, pourvu que tu nous fasses un don. » « Ah, ma bonne mère, s'écria la reine, parlez, je vous donne mes royaumes, mon cœur, mon âme, pourvu que j'aie des fruits, je ne saurais les acheter trop cher. Nous voulons, dit-elle, que ta majesté nous donne la fille que tu portes dans ton sein. Dès qu'elle sera née, nous la viendrons quérir et sera nourrie parmi nous. Il n'y a point de vertu, de beauté, de science dont nous ne la dotions. En un mot, ce sera notre enfant, nous la rendrons heureuse. Mais observe que ta majesté ne la reverra plus qu'elle ne soit mariée. Si la proposition t'agrée, je vais tout à l'heure te guérir et te mener dans nos vergers. Malgré la nuit, tu verras assez clair pour choisir ce que tu voudras. Si ce que je te dis ne te plaît pas, bonsoir, madame la reine, je vais dormir. Quelque rude que soit la loi que vous m'imposez, répondit la reine, je l'accepte plutôt que de mourir, car il est certain que je n'ai pas un jour à vivre. Ainsi je perdrai mon enfant en me perdant. Guérissez-moi, savante fée, continua-t-elle, et ne me laissez pas un moment sans jouir du privilège que vous venez de m'accorder. La fée la toucha avec une petite baguette d'or en disant « Que ta majesté soit quitte de tous les maux qui la retiennent dans ce lit. » Il lui sembla aussitôt qu'on lui ôtait une robe fort pesante et fort dure, dont elle se sentait comme accablée, et qu'il y avait des endroits où elle tenait davantage. C'était apparemment ceux où le mal était le plus
Elle se mettait en colère et devenait fort rouge. On disait que c'était l'effet de sa fièvre. Cependant, les médecins étant entrés après lui avoir touché le pouls et fait leurs cérémonies ordinaires, ne purent nier qu'elle ne fût dans une parfaite santé. Ces femmes, qui virent la faute que le zèle leur avait fait commettre, tâchèrent de la réparer en l'habillant promptement. Chacun lui demanda pardon. Tout fut apaisé, et elle se hâta de suivre la vieille fée qui l'avait toujours attendue. Elle entra dans le palais, où rien ne pouvait être ajouté pour en faire le plus beau lieu du monde. Vous le croirez aisément, Seigneur, ajouta la reine Chatte Blanche, quand je vous aurai dit que c'est celui où nous sommes. Deux autres fées un peu moins vieilles que celle qui conduisait ma mère la reçurent à la porte et lui firent un accueil très favorable. Elle les pria de la mener promptement dans le jardin et vers les espaliers où elle trouverait les meilleurs fruits. Ils sont tous également bons, lui dirent-elles, et si ce n'était que tu veux avoir le plaisir de les cueillir toi-même, nous n'aurions qu'à les appeler pour les faire venir ici. Je vous supplie, mesdames, dit la reine, que j'ai la satisfaction de voir une chose si extraordinaire. La plus vieille mit ses doigts dans sa bouche et siffla 3 fois, puis elle cria « Abricot, pêche, pavie, prunion, cerise, prune, poire, bigarreau, melon, muscat, pomme, orange, citron, groseille, fraise, framboise, accourez à ma voix. Mais, dit la reine, tout ce que vous venez d'appeler vient en différentes saisons. Cela n'est pas ainsi dans nos vergers, dirent-elles. Nous avons de tous les fruits qui sont sur la terre, toujours mûrs, toujours bons, et qui ne se gâtent jamais. En même temps, ils arrivèrent roulant, rampant, pêle-mêle, sans se gâter, ni se salir, de sorte que la reine, impatiente de satisfaire son envie, se jeta dessus et prit les premiers qui s'offrirent sous ses mains. Elle les dévora plutôt qu'elle ne les mangea. Après s'être un peu rassasiée, elle pria les fées de la laisser aller aux espaliers pour avoir le plaisir de les choisir de l'œil avant de les cueillir. Nous y consentons volontiers, dirent les 3 fées, mais souviens-toi de la promesse que tu nous as faite. Il ne te sera plus permis de t'en dédire. Je suis persuadée, répliqua-t-elle, que l'on est si bien avec vous, et ce palais me semble si beau, que si je n'aimais pas chèrement le roi mon mari, je m'offrirais d'y demeurer aussi. C'est pourquoi vous ne devez point craindre que je rétracte mes paroles.
restait prisonnière et fort malheureuse. Les fées n'ignoraient rien de ce qui se passait. Elles s'en irritèrent. Elles voulaient m'avoir. Elles me regardaient comme leur bien et que c'était leur faire un vol que de me retenir. Avant que de chercher une vengeance proportionnée à leur chagrin, elles envoyèrent une célèbre ambassade au roi pour l'avertir de mettre la reine en liberté et de lui rendre ses bonnes grâces, et pour le prier aussi de me donner à leurs ambassadeurs afin d'être nourris et élevés parmi elles. Les ambassadeurs étaient si petits et si contrefaits, car c'étaient des nains hideux qui n'eurent pas le don de persuader ce qu'ils voulaient au roi. Il les refusa rudement, et s'ils n'étaient partis sans diligence, il leur serait peut-être arrivé pis. Quand les fées surent le procédé de mon père, elles s'indignèrent autant qu'on peut l'être. Et après avoir envoyé dans ces 6 royaumes tous les maux qui pouvaient les désoler, elles lâchèrent un dragon épouvantable, qui remplissait de venin les endroits par où il passait, qui mangeait les hommes et les enfants, et qui faisait mourir les arbres et les plantes du souffle de son haleine. Le roi se trouva dans la dernière désolation. Il consulta tous les sages de son royaume sur ce qu'il devait faire pour garantir ses sujets des malheurs dont il les voyait accablés. Ils lui conseillèrent d'envoyer chercher par tout le monde les meilleurs médecins et les plus excellents remèdes, et d'un autre côté qu'il fallait promettre la vie aux criminels condamnés à mort qui voudraient combattre le dragon. Le roi, assez satisfait de cet avis, l'exécuta et n'en reçut aucune consolation, car la mortalité continuait et personne n'allait contre le dragon qui n'en fut dévoré, de sorte qu'il eut recours à une fée dont il était protégé dès sa plus tendre jeunesse. Elle était fort vieille et ne se levait presque plus. Il alla chez elle et lui fit 1000 reproches de souffrir que le destin le persécutât sans le secourir. « Comment voulez-vous que je fasse ?» lui dit-elle. « Vous avez irrité mes sœurs. Elles ont autant de pouvoir que moi, et rarement nous agissons les unes contre les autres. Songez à les apaiser en leur donnant votre fille. Cette petite princesse leur appartient. Vous avez mis la reine dans une étroite prison. Que vous a donc fait cette femme aimable pour la traiter si mal? Résolvez-vous à tenir la parole qu'elle a donnée. Je vous assure que vous serez comblés de bien. » Le roi, mon père, m'aimait chèrement, mais ne voyant pas d'autre moyen de sauver ses royaumes et de se délivrer du fatal dragon, il dit à son ami qu'il était résolu de la croire, qu'il voulait bien me donner aux fées, puisqu'elle assurait que je serais chérie et traitée en princesse de mon rang. Qu'il ferait aussi revenir la reine et qu'elle n'avait qu'à lui dire à qui il me confierait pour me porter au château de Féerie. Il faut, lui dit-elle, la porter dans son berceau sur la montagne de fleurs. Vous pourrez même rester aux environs pour être spectateur de la fête qui se passera. Le roi lui dit que dans 8 jours, il irait avec la reine, qu'elle en avertit ses sœurs les fées, afin qu'elles fissent là-dessus ce qu'elles jugeraient à propos. Dès qu'il fut de retour au palais, il envoya quérir la reine avec autant de tendresse et de pompe qu'il l'avait fait mettre prisonnière avec colère et emportement. Elle était si abattue et si changée qu'il aurait eu peine à la reconnaître si son cœur ne l'avait pas assuré que c'était cette même personne qu'il avait tant chérie. Il la pria, les larmes aux yeux, d'oublier les déplaisirs qu'il venait de lui causer, et que ce seraient les derniers qu'elle éprouverait jamais avec lui. Elle répliqua qu'elle seule les était attirée par l'imprudence qu'elle avait eue de promettre sa fille aux fées, et que si quelque chose la pouvait rendre excusable, c'était l'état où elle était. Enfin, il lui
vérité s'en mêler, et que je devrais être toujours un sujet de discorde entre mon père et ma mère. Après qu'elle eut bien gémi et pleuré sans rien obtenir de ce qu'elle souhaitait, car le roi en voyait trop les funestes conséquences, et nos sujets continuaient de mourir comme s'ils eussent été coupables des fautes de notre famille. Elle consentit à ce qu'il désirait, et l'on prépara tout pour la cérémonie. Je fus mise dans un berceau de nacre de perles, orné de tout ce que l'art peut faire imaginer de plus galant. Ce n'était que guirlandes de fleurs et festons qui pendaient autour, et les fleurs en étaient de pierreries dont les différentes couleurs frappées par le soleil réfléchissaient des rayons si brillants qu'on ne les pouvait regarder. La magnificence de mon ajustement surpassait, s'il se peut, celle du berceau. Toutes les bandes de mon maillot étaient faites de grosses perles. 24 princesses du sang me portaient sur une espèce de brancard fort léger. Leur parure n'avait rien de commun, mais il ne leur fut pas permis de mettre d'autres couleurs que du blanc par rapport à mon innocence. Toute la cour m'accompagna, chacun dans son rang. Pendant que l'on montait la montagne, on entendit une mélodieuse symphonie qui s'approchait. Enfin les fées parurent, en nombre de 36. Elles avaient prié leurs bonnes amies de venir avec elles. Chacune était assise dans une coquille de perles plus grande que celle où Vénus était lorsqu'elle sortit de la mer. Des chevaux marins qui n'allaient guère bien sur terre les traînaient plus pompeuses que les premières reines de l'univers, mais d'ailleurs vieilles et laides avec excès. Elle portait une branche d'olivier pour signifier au roi que la soumission trouvait grâce devant elle, et lorsqu'elles me tinrent, ce furent des caresses si extraordinaires qu'il semblait qu'elles ne voulaient plus vivre que pour me rendre heureuse.
guide spirituel, mais j'étais occupée et je ne savais point l'art de me contraindre. Perroquet le remarqua. Il était fin. Il ne témoigna rien de ce qui lui roulait dans la tête. Je ne manquai pas de me lever avec le jour. Je courus à ma fenêtre. Je demeurai agréablement surprise d'apercevoir au pied de la tour le jeune chevalier. Il avait des habits magnifiques. Je me flattais que j'y avais un peu de part, et je ne me trompais point. Il me parla avec une espèce de trompette qui porte la voix, et par son secours, il me dit qu'ayant été insensible jusqu'alors à toutes les beautés qu'il avait vues, il s'était senti tout d'un coup si vivement frappé de la mienne qu'il ne pouvait comprendre comme quoi il se passerait, sans mourir, de me voir tous les jours de sa vie. Je demeurai très contente de son compliment et très inquiète de n'oser y répondre, car il aurait fallu crier de toute ma force et me mettre dans le risque d'être mieux entendue encore des fées que de lui. Je donnai quelques fleurs que je lui jetai. Il les reçut comme une insigne faveur, de sorte qu'il les baisa plusieurs fois et me remercia. Il me demanda ensuite si je trouverais bon qu'il vînt tous les jours à la même heure sous mes fenêtres, et que si je le voulais bien, je lui jetasse quelque chose. J'avais une bague de turquoise que j'ôtai brusquement de mon doigt et que je lui jetai avec beaucoup de précipitation, lui faisant signe de s'éloigner en diligence. C'est que j'entendais de l'autre côté la fée violente qui montait sur son dragon pour m'apporter à déjeuner. La première chose qu'elle dit en entrant dans ma chambre, ce furent ces mots. Je sens ici la voix d'un homme. Cherche dragon. Oh, que devins-je? J'étais transie de peur qu'il ne passât par l'autre fenêtre et qu'il ne suivît le chevalier pour lequel je m'intéressais déjà beaucoup. En vérité, dis-je, ma bonne maman, car la vieille fée voulait que je la nommasse ainsi. Vous plaisantez quand vous dites que vous sentez la voix d'un homme. Est-ce que la voix sent quelque chose? Et quand cela serait, quel est le mortel assez téméraire pour hasarder de monter dans cette tour? Ce que tu dis est vrai, ma fille, répondit-elle. Je suis ravie de te voir raisonner si joliment, et je conçois que c'est la haine que j'ai pour tous les hommes qui me persuadent quelquefois qu'ils ne sont pas éloignés de moi. Elle me donna mon déjeuner et ma quenouille. Quand tu auras mangé, ne manque pas de filet, car tu ne fis rien hier, me dit-elle, et mes sœurs se fâcheront. En effet, je m'étais si fort occupée de l'inconnu qu'il m'avait été impossible de filer. Dès qu'elle fut partie, je jetai la quenouille d'un petit ermitain et montai sur la terrasse pour découvrir de plus loin dans la campagne. J'avais une lunette d'approche excellente. Rien ne bornait ma vue. Je regardais de tous côtés lorsque je découvris mon chevalier sur le haut d'une montagne. Il se reposait sous un riche pavillon d'étoffe d'or et il était entouré d'une forte grosse cour. Je ne doutais point que ce fût le fils de quelque roi voisin du palais des fées.
que je vous donne de ne montrer qu'à votre charmante maîtresse. Il lui attacha sous son aile son portrait et il apporta la bague dans son bec. J'attendais le retour de mon petit courrier vert avec une impatience que je n'avais point connue jusqu'alors. Il me dit que celui à qui je l'avais envoyé était un grand roi, qu'il avait reçu le mieux du monde, et que je pouvais m'assurer qu'il ne voulait plus vivre que pour moi, qu'encore qu'il y eût beaucoup de périls à venir au bas de ma tour, il était résolu à tout, plutôt que de renoncer à me voir. Ces nouvelles m'intriguèrent fort, je me pris à pleurer. Perroquet et Toutou me consolèrent de leur mieux, car ils m'aimaient tendrement. Puis Perroquet me présenta la bague du prince et me montra le portrait. J'avoue que je n'ai jamais été si aise que je fus de pouvoir considérer de près celui que je n'avais vu que de loin. Il me parut encore plus aimable qu'il ne m'avait semblé. Il me vint sans pensée dans l'esprit, dont les unes agréables et les autres tristes me donnèrent un air d'inquiétude extraordinaire. Les fées qui vinrent me voir s'en aperçurent. Elles se dirent l'une à l'autre que sans doute je m'ennuyais et qu'il fallait songer à me trouver un époux de race fée. Elles parlèrent de plusieurs et s'arrêtèrent sur le petit roi Mignonnet, dont le royaume était à 500 000 lieues de leur palais. Mais ce n'était pas là une affaire. Perroquet entendit ce beau conseil, il vint m'en rendre compte et me dit « Ah, que je vous plains, ma chère maîtresse, si vous devenez la reine Mignonnette. C'est un magot qui fait peur. J'ai regret de vous le dire, mais en vérité, le roi qui vous aime ne voudrait pas de lui pour son valet de pied. Est-ce que tu l'as vu, Perroquet? Je le crois vraiment, continua-t-il. J'ai été élevé sur une branche avec lui. Comment sur une branche, repris-je? Oui, dit-il, c'est qu'il a les pieds d'un aigle. Un tel récit m'affligea étrangement. Je regardais le charmant portrait du jeune roi. Je pensais bien qu'il en avait régalé Perroquet que pour me donner lieu de le voir. Et quand j'en faisais comparaison avec Mignonnet, je n'espérais plus rien de ma vie, et je me résolvais plutôt à mourir qu'à l'épouser. Je ne dormis point tant que la nuit dura. Perroquet et Toutou causèrent avec moi. Je m'endormis un peu sur le matin, et comme mon chien avait le nez bon, il sentit que le roi était au pied de la tour. Il éveilla Perroquet. Je gage, dit-il, que le roi est là-bas. Perroquet répondit. Tais-toi, babillard, parce que tu as presque toujours les yeux ouverts et l'œil alerte. Tu es fâché du repos des autres. Mais gachons, dit encore le bon Toutou, je sais bien qu'il y est. Perroquet répliqua. Et moi je sais bien qu'il n'y est point. Ne lui ai-je pas défendu d'y venir de la part de notre maîtresse? Ah, vraiment, tu me la donnes belle avec tes défenses, s'écria mon chien. Un homme passionné ne consulte que son cœur. Et là-dessus, il se mit à lui tirailler si fort les ailes que Perroquet se fâcha. Je m'éveillai aux cris de l'un et de l'autre. Ils me dirent ce qui en faisait le sujet. Je courus, ou plutôt je volai à ma fenêtre. Je vis le roi qui me tendait les bras et qui me dit avec sa trompette qu'il ne pouvait plus vivre sans moi, qu'il me conjurait de trouver les moyens de sortir de ma tour ou de l'y faire entrer, qu'il attestait tous les dieux et tous les éléments qu'il m'épouserait aussitôt et que je serais une des plus grandes reines de l'univers. Je commandai à Perroquet de lui aller dire que ce qu'il souhaitait me semblait presque impossible, que cependant, sur la parole qu'il me donnait et les serments qu'il avait faits, j'allais m'appliquer à ce qu'il désirait, que je le conjurais de ne pas venir tous les jours, qu'enfin l'on pourrait s'en apercevoir, et qu'il
semble à celui de Pénélope. Il n'avance point, et tu ne te lasses pas de me demander de quoi travailler. Oh, ma bonne maman, disais-je, vous en parlez bien à votre aise. Ne voyez-vous pas que je ne sais comment m'y prendre et que je brûle tout? Avez-vous peur que je vous ruine en ficelle? Mon air de simplicité la réjouissait, bien qu'elle fût d'une humeur très désagréable et très cruelle. J'envoyai Perroquet dire au roi de venir un soir sous les fenêtres de la tour, qu'il y trouverait l'échelle et qu'il saurait le reste quand il serait arrivé. En effet, je l'attachai bien ferme, résolu à me sauver avec lui. Mais quand il la vit, sans attendre que je descendisse, il monta avec empressement et se jeta dans ma chambre comme je préparais tout pour ma fuite. Sa vue me donna tant de joie que j'en oubliai le péril où nous étions. Il me renouvela tous ses serments et me conjura de ne point différer de le recevoir pour mon époux. Nous prîmes Perroquet et Toutou pour témoins de notre mariage. Jamais noces ne se sont faites entre deux personnes si élevées, avec moins d'éclat et de bruit, et jamais cœurs n'ont été plus contents que les nôtres. Le jour n'était pas encore venu quand le roi me quitta. Je lui racontai l'épouvantable dessein des fées de me marier au petit Migonnet. Je lui dépeignis sa figure, dont il eut autant d'horreur que moi. À peine fut-il parti, que les heures me semblèrent aussi longues que les années. Je courus à la fenêtre, je le suivis des yeux malgré l'obscurité. Mais quel que fût mon étonnement de voir en l'air un chariot de feu traîné par des salamandres ailées qui faisaient une telle diligence que l'œil pouvait à peine les suivre. Ce chariot était accompagné de plusieurs gardes montés sur des autruches. Je n'eus pas assez de loisir pour bien considérer le magot qui traversait ainsi les airs, mais je crus aisément que c'était une fée ou un enchanteur. Peu après, la fée violente entra dans ma chambre. « Je t'apporte de bonnes nouvelles, me dit-elle. Ton amant est arrivé depuis quelques heures. Prépare-toi à le recevoir. Voici des habits et des pierreries. » « Et qui vous a dit, m'écriai-je, que je voulais être mariée? Ce n'est point du tout mon intention. Renvoyez le roi Migonnet. Je n'en mettrai pas une épingle davantage. Qu'il me trouve belle ou laide, je ne suis point pour lui. Ouais, ouais, dit la fée encore, quelle petite révoltée, quelle tête sans cervelle. Je n'entends pas raillerie et je te... Que me ferez-vous? Répliquai-je toute rouge des noms qu'elle m'avait donnés. Peut-on être plus tristement nourri que je le suis dans une tour avec un perroquet et un chien, voyant tous les jours plusieurs fois l'horrible figure d'un dragon épouvantable? Ah, petite ingrate, dit la fée, méritais-tu tant de soins et de peines? Je ne l'ai que trop dit à mes sœurs que nous en aurions une triste récompense. Elle alla les trouver, elle nous raconta notre différend. Elles restèrent aussi surprises les unes que les autres. Perroquet et Toutou me firent de grandes remontrances, que si je faisais davantage la mutine, ils prévoyaient qu'il m'en arriverait de cuisant des plaisirs. Je me sentais si fière de posséder le cœur d'un grand roi que je méprisais les fées et les conseils de mes pauvres petits camarades. Je ne m'habillais point et j'affectais de me coiffer de travers, afin que Migonnet me trouvât désagréable. Notre entrevue se fit sur la terrasse. Il y vint dans son chariot de feu. Jamais, depuis qu'il y a des nains, il ne s'en est vu un si petit. Il marchait sur ses pieds d'aigle et sur ses genoux tout ensemble, car il n'avait point d'eau aux jambes, de sorte qu'il se soutenait sur deux béquilles de diamant. Son manteau royal n'avait qu'une demi-aune de long,
ses oreilles passaient d'une coudée au-dessus de sa tête, mais on s'en apercevait peu à cause d'une haute couronne pointue qu'il portait pour paraître plus grand. La flamme de son chariot rôtit les fruits, sécha les fleurs et tarit les fontaines de mon jardin. Il vint à moi les bras ouverts pour m'embrasser. Je me tins fort droite. Il fallut que son premier écuyer le haussât, mais aussitôt qu'il s'approcha, je m'enfuis dans ma chambre, dont je fermai la porte et les fenêtres, de sorte que Migonnet se retira chez les fées, très indignée contre moi. Elles lui demandèrent 1000 fois pardon de ma brusquerie, et pour l'apaiser, car il était redoutable, elles résolurent de l'amener la nuit dans ma chambre pendant que je dormirais, de m'attacher les pieds et les mains pour me mettre avec lui dans son brûlant chariot afin qu'il m'emmenât. La chose ainsi arrêtée, elles me grondèrent à peine des brusqueries que j'avais faites. Elles dirent seulement qu'il fallait songer à les réparer. Perroquet et Toutou restèrent surpris d'une si grande douceur. Savez-vous bien, ma maîtresse, dit mon chien, que le cœur ne m'annonce rien de bon. Mesdames les fées sont d'étranges personnes et surtout violentes. Je me moquai de ces alarmes et j'attendis mon cher époux avec 1000 impatience. Il en avait trop de me voir pour tarder. Je lui jetai l'échelle de corde, bien résolu à m'en retourner avec lui. Il monta légèrement et me dit des choses si tendres que je n'ose encore les rappeler à mon souvenir. Comme nous parlions ensemble avec la même tranquillité que nous aurions eu dans son palais, nous vîmes enfoncer tout d'un coup les fenêtres de ma chambre. Les fées entrèrent sur leur terrible dragon. Migonnet les suivit dans son chariot de feu, et tous ses gardes avec leurs autruches. Le roi, sans s'effrayer, mit l'épée à la main et ne songea qu'à me garantir de la plus furieuse aventure qui se soit jamais passée. Car enfin, vous le dirai-je, Seigneur, ces barbares créatures poussèrent leur dragon sur lui, et à mes yeux il le dévora. Désespéré de son malheur et du mien, je me jetai dans la gueule de cet horrible monstre, voulant qu'il m'engloutît, comme il venait d'engloutir tout ce que j'aimais au monde. Il le voulait bien aussi, mais les fées, encore plus cruelles que lui, ne le voulurent pas. Il faut, crièrent-elles, la réserver à de plus longues peines. Une prompte mort est trop douce pour cette indigne créature. Elles me touchèrent. Je me vis aussitôt sous la forme d'une chatte blanche. Elles me conduisirent dans ce superbe palais qui était à mon père. Elles métamorphosèrent tous les seigneurs et toutes les dames du royaume en chats et en chattes. Elles en laissèrent à qui on ne voyait que les mains et me réduisirent dans le déplorable état où vous me trouvâtes, me faisant savoir ma naissance, la mort de mon père, celle de ma mère, et que je ne serais délivrée de ma chatonique figure que par un prince qui ressemblerait parfaitement à l'époux qu'elle m'avait ravi. C'est vous, Seigneur, qui avez cette ressemblance, continua-t-elle, même trait, même air, même son de voix. J'en fus frappée aussitôt que je vous vis. J'étais informée de tout ce qui devait arriver, et je le suis encore de tout ce qui arrivera. Mes peines vont finir. Et les miennes, belle reine, dit le prince en se jetant à ses pieds, seront-elles de longue durée? Je vous aime plus que ma vie, Seigneur. Il faut partir pour aller vers votre père. Nous verrons ses sentiments pour moi et s'il consentira à ce que vous désirez. Elle sortit. Le prince lui donna la main. Elle monta dans un chariot avec lui. Il était beaucoup plus magnifique que ceux qu'il avait eus jusqu'alors.
princesses dans des calèches toutes d'or et d'azur. Leurs chevaux avaient sur la tête des plumes et des aigrettes. Rien n'était plus brillant que cette cavalcade. Notre jeune prince allait après, et puis le rocher de cristal que tout le monde regardait avec admiration. Les courtisans s'empressèrent de venir dire au roi que les 3 princes arrivaient. Amènent-ils de belles dames? Répliqua le roi. Il est impossible de rien voir qui les surpasse. À cette réponse, il parut fâché. Les 2 princes s'empressèrent de monter avec leurs merveilleuses princesses. Le roi les reçut très bien et ne savait à laquelle donner le prix. Il regarda son cadet et lui dit: « Cette fois-ci, vous venez donc seul. Votre Majesté verra dans ce rocher une petite chatte blanche, répliqua le prince, qui miaule si doucement et qui fait si bien patte de velours qu'elle lui agréera. » Le roi sourit et alla lui-même pour ouvrir le rocher. Mais aussitôt qu'il s'approcha, la reine avec un ressort en fit tomber toutes les pièces et parut comme le soleil qui a été quelque temps enveloppé dans une nue. Ses cheveux blonds étaient épars sur ses épaules. Ils tombaient par grosses boucles jusqu'à ses pieds. Sa tête était ceinte de fleurs, sa robe d'une légère gaze blanche, doublée de taffetas couleur de rose. Elle se leva et fit une profonde révérence au roi, qui ne put s'empêcher, dans l'excès de son admiration, de s'écrier: « Voici l'incomparable et celle qui mérite ma couronne. » « Seigneur, lui dit-elle, je ne suis pas venue pour vous arracher un trône que vous remplissez si dignement. Je suis née avec 6 royaumes. Permettez que je vous en offre un et que j'en donne autant à chacun de vos fils. Je ne vous demande pour toute récompense que votre amitié et ce jeune prince pour époux. Nous aurons encore assez de 3 royaumes. » Le roi et toute la cour poussèrent de longs cris de joie et d'étonnement. Le mariage fut célébré aussitôt, aussi bien que celui des 2 princes, de sorte que toute la cour passa plusieurs mois dans les divertissements et les plaisirs. Chacun ensuite partit pour aller gouverner ses États. La belle chatte blanche s'y est immortalisée, autant par ses bontés et ses libéralités que par son rare mérite et sa beauté. Moralité: ce jeune prince fut heureux de trouver en sa chatte une auguste princesse, digne de recevoir son encens et ses vœux, et prête à partager ses soins et sa tendresse. Quand 2 yeux enchanteurs veulent se faire aimer, on fait bien peu de résistance, surtout quand la reconnaissance aide encore à nous enflammer. Tairai-je cette mère et cette folle envie qui fit à chatte blanche éprouver tant d'ennui pour goûter de funestes fruits? Au pouvoir d'une fée, elle la sacrifie. Mère qui possédait des objets pleins d'appât, détestait sa conduite et ne l'imitait pas. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cela vous aura plu. Je vous remercie par avance de la